Bonjour chers compatriotes, concitoyens, amis, camarades. Je souhaite vous parler aujourd'hui, au nom du PRCF, le pôle de renaissance communiste en France, de la problématique politique dans notre pays et spécialement bien sûr de la présidentielle, mais surtout des luttes sociales et de la véritable perspective politique qu'il nous faut mettre en place si nous voulons que notre pays ne soit pas broyé dans la période qui vient par le saut fédéral européen que nous promet Emmanuel Macron. Commençons par cela. Vous savez qu'Emmanuel Macron vient de devenir le président intérimaire de l'Union européenne. Et vous savez qu'il a parlé donc hier devant le Parlement européen. Son projet est très clair, c'est de faire avancer ce qu'il appelle la souveraineté européenne. Il a parlé par ailleurs de saut fédéral européen et il emploie un langage différent pour ne pas, disons, paraître trop à la traîne du véritable patron de l'Europe, qui est le nouveau chancelier allemand, Scholz, lequel, lui, n'y va pas par quatre chemins et dit qu'il faut activer le passage à l'État fédéral européen. Je l'ai dit très clairement pour les gens de gauche qui font semblant de ne pas le voir, de ne pas vouloir le voir, de ne pas vouloir considérer que nos élites ont décidé tout simplement de passer à un État fédéral européen. Ça veut dire de tout simplement mettre en cause de façon définitive l'existence de la République française en tant que pays souverain. C'est ça, rien de moins. Autrement dit, nous sommes en marche vers quelque chose qu'il faut bien appeler un empire et dont nous savons parfaitement que son centre de gravité institutionnel sera Bruxelles, mais que son centre de gravité politique et économique sera Berlin, et que sa supervision générale, dans le cadre d'une gestion néolibérale de la planète, se situera à Washington avec l'OTAN comme garant, disons, de sa sécurité entre guillemets, car l'OTAN est en réalité une alliance impérialiste et agressive. C'est de cela qu'il est question en ce moment. Et regardez les choses de près, voyez combien la destruction de la France, sa dissolution, nous disons au PRCF son euro-dislocation, est en marche. Les travailleurs de l'EDF, les cheminots voient bien ce qui est en train d'arriver à leurs entreprises respectives, qui sont mises hors d'état de fonctionner correctement, avant d'être totalement dépecées et privatisées, ce qui signifie pour la France aussi la fin de toute possible réindustrialisation. Que serait la France sans EDF? En 1945-46, c'est le grand ministre communiste Marcel Paul qui a nationalisé la lumière, comme on disait dans les termes de l'époque, qui a en clair créé EDF, et dans le but premièrement d'en faire un laboratoire social, c'est-à-dire une entreprise de pointe du point de vue du progrès social, et aussi et surtout le socle de la reconstruction industrielle du pays, de la bataille de la production, comme disait alors Maurice Thorez, qui de son côté nationalisait les charbonnages de France. Avec Renault, avec la SNECMA, donc dans le domaine de l'aéronautique, avec à l'arrière-plan l'autre grand, non pas ministre au sens officiel du terme, mais ça revenait à peu près à ça, Joliot-Curie, qui était lui aussi donc communiste et qui a mis au point la première pile atomique civile au monde, socle de ce qui deviendrait plus tard, et dont nous n'avons pas à rougir, le nucléaire civil français, qui fournit, je le rappelle, l'électricité la moins toxique du point de vue carboné en Europe. Et pour l'instant encore, malgré tous les coûts qui ont été portés à EDF, la moins chère. Alors, c'est cela, c'est la déconstruction rapide aussi de l'éducation nationale qui a provoqué la grève des enseignants sur des questions qui ne sont pas purement sanitaires, contrairement à ce qu'a voulu faire croire la grande presse. C'est aussi le sabotage, le sabordage, le naufrage organisé de la langue française, qui, à bas bruit, devient, et de façon tout à fait illégale, la langue officielle de travail de la Commission européenne, de la Cour européenne des comptes, du parquet européen, autrement dit, est en train de devenir la langue officielle de l'Europe, à bas bruit, à petits pas, et cela en plein Brexit, en plein départ des Britanniques,
au détriment, bien entendu, des langues nationales d'Europe, que sont l'allemand, le français, l'italien, etc., lesquelles, si l'officialisation de cette langue anglaise finissait de se faire, s'achever en Europe, eh bien toutes ces langues deviendraient en quelque sorte secondes, y compris dans leur propre pays. C'est bien ce qui est en train de nous arriver. Je l'ai déjà démontré dans des vidéos précédentes. On le voit dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, mais aussi du cinéma, de la chanson, des enseignes publicitaires, du commerce, de la langue des grandes entreprises. Alors si on enlève à la France son industrie et sa langue, si en outre on lui enlève sa souveraineté nationale, et si on marche vers la souveraineté européenne dont parle Macron, qui de ce fait trahit d'ailleurs, je le signale, la Constitution, puisque la Constitution française déclare que, je cite, la souveraineté réside essentiellement dans la nation. Voilà, et cet homme est chargé, semble-t-il, de protéger la Constitution, bravo. Bon, et bien si on enlève tout cela, qu'est-ce qui va rester de notre pays? Il ne sera plus bientôt qu'un couteau sans manche dont on aura jeté la lame, c'est-à-dire rien. Comme cet assassinat programmé du pays, de la France, plus seulement la dissolution de sa souveraineté, mais de son existence nationale, c'est cela qui est en cause en définitive. Et je n'ai pas balayé tous les autres sujets, mais j'aurais pu. La question de la défense nationale, si on marche vers l'armée européenne, elle-même arrimée à l'OTAN, qu'est-ce qui restera de la défense, entre guillemets, nationale, par exemple, hein? Eh bien, si on met tout ça bout à bout, donc c'est une tragédie qui est en cours, c'est la volonté de nos élites oligarchiques, MEDEF et CAC 40 en tête, de mettre un point final à l'histoire de France, évidemment à bas bruit et sans que le peuple français soit consulté, tout cela, bien sûr, en violation du non à la Constitution européenne de 2005, puisque quand le peuple français a dit non à la Constitution européenne, il a dit non à la Constitution, c'est bien ce que veut dire ce mot, d'un État fédéral européen. C'est un État qui a une Constitution, et donc le peuple français a dit non à l'État européen. Eh bien, il en bouffera quand même. Voilà. C'est bel et bien un viol, ce qui explique aussi les tendances à la fascisation de la vie politique française, et d'ailleurs européenne aussi, vu que les peuples européens ne sont pas plus enthousiastes que le peuple français pour cette construction qui détruit leurs fondamentaux, non seulement industriels, économiques et sociaux, mais aussi, je dirais, nationaux, même si la droite nationaliste et xénophobe, évidemment, essaye de dévoyer les sentiments nationaux légitimes des peuples dans le sens du racisme, de la xénophobie et de ces horreurs multiples et variées qui s'appellent finalement le fascisme. Hein. Donc voilà le climat général dans lequel nous baignons. Alors face à cela, bien sûr, le peuple français, c'est peu dire qu'il regimbe. Il y a eu donc, je le rappelais à l'instant, le non à la Constitution européenne. Il y a eu l'épisode des Gilets jaunes, hein, avec un impact littéralement mondial. On a parlé des Gilets jaunes sur toute la planète. Il y a eu les grandes luttes des syndicalistes de classe, notamment. Je ne parle donc pas de Laurent Berger, bien sûr. Sur les retraites, les Français ne veulent pas se laisser déposséder des retraites par répartition mise en place par le ministre communiste de 45, 46, 47, Ambroise Croizat, pour passer à la retraite à points qui ne serait plus une retraite solidaire et qui amputerait les pensions. Ils ne veulent pas la retraite à 64 ans comme le leur promet Macron, comme le leur promet Pécresse, comme le leur promet Zemmour, hein, ou à 67 ans, comme le promet le gentil Édouard Philippe. Donc ils veulent effectivement conserver leurs acquis sociaux, conserver la souveraineté de leur pays, redevenir les maîtres chez eux, ce qui n'a rien d'antidémocratique, ce qui était le programme tout simplement de la Révolution française et des mouvements démocratiques du XIXe siècle dans toute l'Europe, ce qu'on appelait le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Voilà. Et cela non pas contre les autres peuples, mais pour coopérer de façon saine les uns avec les autres. Alors, face à cela, je le disais à l'instant, donc la classe dominante se raidit, elle a peur de ce peuple
qui garde un certain nombre de gènes frondeurs depuis la Fronde, puis la Révolution française, puis, pour tous ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du pays, eh bien, les Trois Glorieuses en 1830, la Révolution de février 48, la Commune de Paris, bien entendu, et pour parler du XXe siècle, les grands mouvements qui ont conduit aux lois sociales et laïques de 1905, avec Jaurès à leur tête, le Front populaire en 1936, les combats de la libération largement menés par les communistes, notamment à Paris. Je rappelle que c'est Roll Tanguy, un communiste, qui dirigeait l'insurrection parisienne de 1944. Et évidemment, bien sûr, les grandes grèves de 1968, qui n'ont pas été simplement une sorte de prurite étudiant, comme on voudrait nous le faire croire, mais qui ont surtout été, c'est ça qui a surtout fait peur à la grande bourgeoisie de l'époque, et notamment à Pompidou, la grève de près de 9 millions de prolétaires français, voilà, qui ont occupé les usines. Renault, Billancourt en tête. Alors cela étant, effectivement, comme la bourgeoisie veut absolument son sceau fédéral européen, comme en outre elle est en train de manigancer une agression contre la Russie, car il faut inverser ce que nous disent les médias, qui présentent sans arrêt la Russie comme une puissance interventionniste à l'Est, alors que c'est au contraire l'OTAN qui s'est emparée successivement de tout l'ancien bloc des pays de l'Est, qui a avancé jusqu'aux frontières de la Russie et qui voudrait maintenant faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN, ce qui serait un casus belli pour la Russie. Imaginons 2 minutes que les Russes veuillent intégrer à leur alliance militaire, je ne sais pas moi, le Mexique, le Canada ou le Nicaragua, ce serait la guerre immédiatement avec les États-Unis. Donc il suffit de se représenter les choses dans leur réalité. Ce n'est pas la Russie qui encercle les États-Unis, c'est l'inverse. Alors bref, dans un climat général où on va vers le sceau fédéral européen, l'État européen, donc la dissolution de la France, appelons les choses par leur nom, où l'on va vers la fin du secteur public français, où la désindustrialisation se poursuit, puisque Renault est en train tout simplement de délocaliser ses équipements, que PSA vise aussi à délocaliser, ainsi de suite. Tout cela dans le cadre de fusion capitaliste à l'international. PSA c'est avec Chrysler et avec Fiat, Renault c'est avec Nissan. Bon, eh bien voilà, donc il leur faut tenir le pays en main, parce que le pays risque de se révolter. D'où l'offre présidentielle. Ce qu'on appelle l'offre, c'est-à-dire quelque chose qui est très verrouillé en réalité, parce que chacun le voit, les parrainages d'élus sont très compliqués à obtenir pour les, entre guillemets, petits candidats, tous ceux qui n'ont pas derrière eux un parti établi, tous ceux qui ne sont pas déjà dans les médias, etc. Et bien sûr, les maires, en plus, sont en quelque sorte sous surveillance, puisque les partis institutionnels regardent de près ce que chacun d'eux va voter, puisque aussi, la plupart du temps maintenant, les communes sont enchâssées dans des communautés d'agglomération, voire dans des grandes métropoles comme le Grand Paris, le Grand Lyon, etc., si bien que les maires se demandent toujours si en parrainant tel ou tel candidat, je ne dis pas en appelant à voter pour lui, c'est pas pareil, mais même en le parrainant, ils ne vont pas ensuite avoir des ennuis avec leur président d'agglo. Alors tout ça est très verrouillé, ça donne quoi? Ça donne quoi pour finir? Ça donne une offre présidentielle où on a d'une part ce que mon ami et camarade Fadi Kassem appelle la bande des 4 réacs, c'est-à-dire Pécresse-Macron, faut-il dire Pécron-Macresse, avec dans les deux cas un programme thatchérien un peu plus souriant dans la forme chez Macron, un peu plus vachard dans la forme chez Pécresse, mais c'est la même chose, et c'est l'Europe qui décide en réalité avec ces gens-là. Et le MEDEF, bien sûr. Et aussi, bien sûr, sur leur droite, pour verrouiller la présidentielle, effectivement, donc le duo Zemmour-Le Pen. Et des gens qui, par conséquent, ici, font dévier toute la campagne électorale sur la question de la sécurité, sur la question de l'État policier, sur la question
de l'immigration à tous les repas, de la xénophobie à tous les repas, et même, quand on regarde les choses de près, tout simplement, du racisme bon teint. Alors, évidemment, on peut se demander si face à cela, l'offre de la gauche est suffisante. On voit bien qu'elle n'est pas suffisante, ne serait-ce que parce qu'elle ne marche pas, et que visiblement, la classe ouvrière, les travailleurs, les ouvriers, les employés, ne se retrouvent pas dans cette offre de la gauche traditionnelle, que ce soit Hidalgo, alors là, qui est en perdition, que ce soit Montebourg, qui a disparu des écrans, que ce soit Jadot, dont on voit bien que l'essentiel de son électorat est quand même capté par Macron. Et pour en venir aux deux candidats qui se réclament d'une gauche radicale, eh bien, regardons un petit peu ce qu'ils disent. Alors d'un côté, on a Jean-Luc Mélenchon, dont le moins qu'on puisse dire, tout le monde le voit maintenant. Et le PRCF n'est plus le seul à le dire, mais même les médias le disent, hein, où il a largement changé son fusil d'épaule sur la question européenne. En 2017, et c'est d'ailleurs pour cela qu'en grande partie le PRCF lui avait accordé son soutien critique, Jean-Luc Mélenchon disait « L'Union européenne, on la change ou on la quitte ». Autrement dit, pour lui, il y avait un plan A, réformer l'Union européenne dans le sens social, ce que nous croyons radicalement impossible, mais enfin, passons. Mais aussi, et c'est pour cela que c'était plus intéressant, le plan B, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne, si les eurocrates ne voulaient pas tenir compte du vote du peuple français en faveur d'un tournant social. Eh bien maintenant, ce n'est plus du tout ça qu'il dit. Il dit nous resterons dans l'Union européenne et nous obéirons au coup par coup ou nous désobéirons au coup par coup. Ce sera ce qu'il appelle l'opt-out. Bon, nous avions connu Jean-Luc Mélenchon, plus ami du français et de la francophonie, mais maintenant ne le voit-on pas qui, regardant les nombreuses enseignes et pancartes en anglais à Paris, nous dit que c'est de la créolisation. Dans le temps, il appelait ça la langue de l'occupant. Maintenant, il dit que c'est de la créolisation. Un peu grave quand même de confondre la créolisation heureuse avec la colonisation linguistique de notre pays. Bon, mais alors voilà, donc du coup, il ne veut plus sortir de l'Union européenne et il ajoute « je ne suis pas frexiteur ». Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin bon, là aussi, il faudra un dictionnaire. Enfin, ça veut dire en clair que il s'engage à ne pas sortir de l'Union européenne. Bon. Très bien. Donc, il ne met pas sur la table ce qui, en 2017, il le disait lui-même, pouvait faire rapport de force avec l'Union européenne pour l'obliger à tenir compte des demandes françaises. Bruxelles peut être donc quand même largement rassurée. Ici, on a un mouvement vers l'europhilie, hein, si l'on peut dire, qui devrait satisfaire les gens qui veulent le saut fédéral européen. Non pas que Mélenchon veuille un saut fédéral européen, je ne l'accuse pas, mais on peut dire tout simplement qu'il abaisse fortement les défenses immunitaires de la gauche, y compris de la gauche eurocritique, à l'égard de la construction européenne, c'est-à-dire de la dislocation de notre pays, si notre analyse au PRCF est juste. Quant à Fabien Roussel, alors d'une part, il est déserté, et c'est lamentable, par toute une série de députés ou de membres du PCF, de maires en particulier, qui rallient la candidature Mélenchon. Alors, vive l'abandon du centralisme démocratique, hein, dont Fabien Roussel se félicitait pourtant, et qui fait que maintenant, effectivement, eh bien, le congrès du Parti communiste peut décider quelque chose, et les élus font le contraire, exactement comme c'était le cas avant le congrès de Tours fondateur du PCF, à l'époque où régnait en maître sur la classe ouvrière de France la SFIO, où c'était les parlementaires et non pas la base militante qui faisait la pluie et le beau temps. Bon, ça, nous sommes pour le centralisme démocratique parce que c'est la garantie pour que les militants, par leur vote, par le contrôle de leur direction, par le contrôle des mandats que cette direction est censée appliquer, eh bien, dirigent en réalité le parti et par conséquent, à travers eux, eh bien, le mouvement populaire, le mouvement ouvrier.
Voilà, bonne année. Alors Fabien Roussel, lui, sur l'Europe, eh bien c'est pareil, il dit, il jure ses grands dieux qu'il ne veut pas sortir de l'Union Européenne, mais qu'il veut, dans le cadre de l'Union Européenne, mais il dit pas comment, et il serait bien en peine de le dire, changer les traités européens. En attendant, du coup, quand il dit cela, ça veut dire qu'il n'y a pas de campagne pour sortir de l'Union Européenne, et que par conséquent, eh bien, la marche au Frexit, la marche au saut fédéral européen va pouvoir continuer pépèrement, si j'ose dire. Donc, tout cela étant, hein, eh bien, on s'aperçoit que, pour finir, euh, la grande bourgeoisie fonce vers le saut fédéral européen, l'État fédéral européen, ou ce qu'on appelle aussi le fédéralisme européen, et que non seulement euh, la gauche social-démocrate, les Hidalgo et compagnie, bien entendu, ils vont dans le même sens, mais que ceux qui étaient censés freiner desserrent le frein. Ça revient à ça, ils desserrent le frein à main, quoi, en l'occurrence. Et donc notre pays se trouve entraîné dans cette espèce de maelstrom sans que personne ne rappelle que le peuple français ne veut pas d'État fédéral européen. Le peuple français veut garder et même reconstruire, le produire en France. Il veut reconstruire de puissants services publics. Il ne veut pas abandonner sa langue et devenir anglophone, sinon rien, hein. Et donc il veut tout simplement pouvoir affirmer le programme qui était donné dans le chant du départ, hein. Le peuple souverain s'avance, tyran, descendez au cercueil, c'était le chant du départ des volontaires de l'an 2 partant combattre la coalition européenne des monarques qui voulaient rétablir l'ancien régime en France. Cela étant, que faire à partir de là? Alors le PRCF est en pleine discussion sur ces sujets et c'est aux militants que reviendra le vote final sur la question de savoir quelle sera la position du PRCF au présidentiel. Mais nous, dirigeants du PRCF, nous sommes bien obligés de dire ce qui est. C'est notre devoir de faire la clarté sur la vérité des prix. Les faits sont têtus, disait Lénine, et effectivement, nous ne pouvons que remarquer qu'il y a de la dérive, il y a de l'éloignement par rapport aux positions de 2017, et quand nous disons cela, nous ne nuisons pas à la campagne de Pierre-Paul ou Jacques. Si elle ne mord pas, ce n'est pas notre faute, c'est la leur. Et tout simplement, c'est le fait que, avec les positionnements qui sont les leurs, avec le fait que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon mette au premier plan la déconstruction totale et rapide du nucléaire français, ce qui veut dire la fin d'EDF, ce qui veut dire en réalité, il peut raconter le contraire pendant des heures, les ouvriers ne le croiront pas, c'est la fin du produire en France. Hein. Si on se débarrasse du seul secteur industriel qui marche encore vraiment bien dans notre pays, même si on lui a porté des coups, c'est-à-dire la fabrication d'électricité, et ça ne veut pas dire que je sois, ni que le PRCF soit un partisan du tout nucléaire, hein, on n'a jamais dit ça, mais si on se débarrasse de tout ça pour faire plaisir à Jadot et aux Grünen allemands, et pour finir avoir de l'électricité achetée cher en Allemagne à des producteurs allemands, à des industriels allemands qui la fabriquent à partir de charbon, hein, eh bien on a faux sur toute la ligne, on tue le produire en France, et on aggrave le réchauffement climatique. On a la double peine, si j'ose dire. Donc, il faut quand même le dire. Et c'est pour cela aussi que la campagne de Mélenchon ne mord pas dans la classe ouvrière, qu'il ne fait pas, qu'il ne repart pas vers les scores à 2 chiffres importants qu'il a eu la fois précédente avec la possibilité d'atteindre le second tour. S'il voulait à nouveau déclencher cette dynamique, eh bien, libre à lui. Qu'il reprenne des positions justes sur la question européenne et qu'il soit en phase avec les 80% d'ouvriers, je dis bien 80%, qui ont voté non à la Constitution européenne en 2005, avec les 65%, je dis bien 65% d'employés qui ont voté non, avec les 65% aussi de 18-25 ans qui ont voté non. Et là, il ne sera pas obligé de mendier des voix chez Jadot ou ailleurs. Il aura l'écoute du monde du travail. Et il s'approchera à nouveau du seuil d'éligibilité pour le deuxième tour. Pour l'instant, il en est loin, et pas par la faute du PRCF, avec qui d'ailleurs il ne veut pas discuter, malgré les demandes répétées que nous lui avons adressées,
mais par la faute de sa propre dérive, par le fait qu'il a choisi son aile européiste plutôt que son aile souverainiste. Bon, nous n'étions pas pour autant d'accord avec tout ce que disait cette aile souverainiste, mais en tout cas, Mélenchon, lui, il a fait ce choix. Il s'est plutôt tourné du côté de Clémentine Autain, de Manon Aubry. Bon, tous ces gens sont respectables, hein, on ne les condamne pas en soi, mais il y a eu un choix politique qui est fait, c'est pas le choix qui va attirer la classe ouvrière. Alors, par contre, ce qui est positif dans la période qui vient, eh bien, c'est ce qui se passe du côté du mouvement social. Il y a d'abord eu la journée des... il y a d'abord de nombreuses luttes dans le pays. Ça, il faut le voir, et notre commission lutte sans arrêt recense ces luttes et les met sur le site du PRCF. Ce n'est pas vrai que ça ne lutte pas dans le pays, ça lutte un petit peu de partout. Mais pour ne parler que des luttes nationales, d'importance et d'envergure nationale, il y a eu la journée des soignants. C'était, si je me souviens bien, le 12 janvier dernier, peut-être le 11, mais bon, enfin, par là. Il y a eu le lendemain, surtout, la grande journée très réussie du monde enseignant qui a déferlé dans les rues en criant « Blanquer démission », alors que, malheureusement, tristement, la plupart des directions syndicales enseignantes nous expliquaient quelques jours plus tôt encore que c'était pas le bon slogan, que ça ne prenait pas chez les gens, que c'était pas ça qu'ils voulaient, etc. Que bon, si on virait Blanquer, il y en aurait un autre qui ferait la même politique. Auquel cas, si c'est vrai, il ne faut jamais demander la démission d'un ministre, parce que ça sera toujours un autre ministre qui le remplacera. Eh bien non, nous avons eu la tête, symboliquement bien sûr, de Claude Allègre à l'époque de Jospin, et ça a été un mieux, un plus pour le mouvement syndical. Ça l'a remis en selle à l'offensive. Et là aussi, nous devons demander la démission de Blanquer. Pas seulement de Blanquer, mais ça n'empêche pas de demander aussi le changement de politique. Enfin, cette façon toujours anti-dialectique d'opposer les choses me stupéfie quotidiennement. Alors ça, c'est un grand mouvement, il n'est pas prêt de s'arrêter, puisque les enseignants rebondissent, que la grève est annoncée à nouveau, et que, bien sûr, ce qui est en cause, ce n'est plus seulement les protocoles sanitaires bidons de Blanquer, ou infaisables, mais c'est aussi, par exemple, la contre-réforme du lycée, c'est Parcoursup, c'est la démolition de l'université à la française, de l'accès à l'université, c'est maintenant, ils le disent, au début ils disent toujours c'est pas vrai, la gauche raconte n'importe quoi, et puis après ils le font. On disait, bon, Parcoursup, ça va amener derrière l'augmentation des frais d'inscription, et puis les facs vont choisir leurs étudiants, vont choisir les lieux dans lesquels ils vont puiser les étudiants, vont trier entre les bons et les mauvais lycées, et ben c'est ce qui est en train de se faire. Donc les enseignants luttent, et ils ont raison de lutter. Puis il y a la journée d'action de EDF qui va arriver le 26, sur les salaires principalement, mais aussi sur le service public. Et derrière, la journée que j'espère la plus forte possible, du 27, sur les salaires, avec l'exigence que nous mettons sur la table, nous, au PRCF, notre commission lutte et les syndicalistes qui la composent, et puis les salariés que nous sommes tous, eh bien, tout simplement que ça ne soit pas une nouvelle journée saute-mouton, mais que réellement, il y ait un véritable programme de lutte revendicatif, pourquoi pas avec une grande manif à Paris de tout le monde, pour mettre la pression et pour percuter cette présidentielle totalement verrouillée, où on voudrait faire en sorte que eh bien, le peuple français n'ait aucun moyen de se prononcer sur la question que nous, PRCF, nous mettons au centre de notre campagne, c'est-à-dire le Frexit progressiste, la sortie par la gauche de l'euro, cette monnaie qui est entièrement conçue pour une austérité continentale à perpétuité, de l'Union européenne, cette prison des peuples, de l'OTAN, cette machine à faire la guerre à la Russie. Nous n'avons aucunement besoin de faire la guerre au peuple russe, sans lequel Hitler aurait gagné la guerre en 1900 et quelques. C'est De Gaulle qui le reconnaissait, puisqu'il disait en 1944, quand il a rendu visite à Staline à Moscou, je cite, « Les Français savent que la Russie soviétique a joué le rôle principal dans leur libération. » C'est pas moi qui le dis, c'est De Gaulle, et il était bien placé pour le savoir. Il savait très bien que le tournant de la guerre, c'était à Stalingrad qu'il avait eu lieu. Nous n'avons pas besoin d'une guerre de revanche
même pour faire plaisir aux revanchards de l'impérialisme allemand, pour mettre l'Ukraine dans l'orbite directe de l'impérialisme euro-atlantique, euro-germanique ou américano-germanique. Nous avons besoin de la paix, tout simplement, de la paix avec la Chine, plus grand pays du monde du point de vue de la population. On ne va pas faire la guerre au pays le plus peuplé du monde, enfin ça ressemble à rien. Une guerre contre le pays le plus peuplé du monde, c'est une sorte de guerre civile au sein de l'humanité. Et toutes ces puissances sont armées jusqu'aux dents, elles ont des bombes atomiques. Imaginons que tout ça se déclenche, mais enfin il faut être fou furieux pour ne serait-ce qu'envisager ce que le chef d'état-major de l'armée actuelle, nommé par Macron, le général Thierry Burkhardt, appelle un conflit de haute intensité. Un conflit de haute intensité avec la Russie, avec la Chine, c'est la fin de la France, c'est peut-être même la fin de l'humanité. C'est si l'hiver nucléaire se déclenche à la suite de tirs qui seront survenus à cette occasion, l'assurance que le réchauffement climatique qui suivra, parce que tous les malheurs arrivent en escadrille, comme chacun sait, qui suivra l'hiver nucléaire, l'emballement définitif et sans doute aussi, bien sûr, la fin peut-être même du vivant sur Terre. Tout ça, il faut le peser. Messieurs les capitalistes, il n'y a pas que les profits qui comptent sur Terre, il y a aussi un tout petit peu la vie de l'humanité et la vie tout court. Bon, alors cela étant, eh bien, le sort du peuple est entre ses mains. Notre peuple ne consent pas, il ne veut pas mourir, il ne veut pas disparaître, il ne veut pas être disloqué dans cette Europe qui n'a jamais apporté que des reculs sociaux. Il veut pouvoir redevenir souverain, et non pas souverain pour le seul plaisir d'être souverain, mais aussi pour vivre mieux, pour que les couches populaires qui vivent mal en ce moment, qui subissent la hausse des prix de plein fouet, le blocage de fait des salaires, des conditions de travail souvent pourries, un management, comme on dit maintenant, absolument détestable dans beaucoup d'entreprises et de services publics, il veut vivre mieux, notre peuple. Il a le droit de vivre mieux. Il a le droit que sa jeunesse ait un avenir. Et pour cela, il faut effectivement être souverain. Et alors, c'est pour ça que nous, au PRCF, nous mettons en avant l'idée de l'alternative rouge et tricolore. Madame Le Pen ne veut que le drapeau tricolore, et elle combat le drapeau rouge. Elle est anticommuniste. Ne parlons pas de Zemmour, c'est du pareil au même, si ce n'est pire. Macron, lui, il veut même plus du drapeau français. On a vu ce qu'il a fait avec le drapeau européen tout seul sous l'Arc de Triomphe ou la Tour Eiffel tout en bleu lorsque M. Macron est devenu le nouveau monarque de l'Europe. Madame Pécresse, elle dit qu'elle veut les deux drapeaux, le français et l'européen. C'est injuste d'ailleurs, parce que le drapeau européen n'a aucune légitimité dans notre pays, vu que la Constitution européenne a été rejetée, je le rappelle, et que le drapeau européen était dans la Constitution européenne. Il fait partie du paquet que les Français ont rejeté. Et enfin, il y a aussi toute une partie de la gauche qui fait semblant de ne vouloir que le drapeau rouge, mais qui en réalité, quand elle nous dit Europe sociale, veut le drapeau rouge et le drapeau européen. Eh bien nous sommes communistes, et nous sommes patriotes, et nous sommes internationalistes, et nous sommes antifascistes. Tout ça, ça marche ensemble. Et nos deux drapeaux, comme c'était le cas lors du Front populaire ou sur les maquis FTP de la Deuxième Guerre mondiale, pendant l'occupation, ce sont le drapeau rouge orné de la faucille paysanne et du marteau ouvrier, c'est-à-dire des organes, des outils, des symboles du monde du travail, et le drapeau tricolore de la Grande Révolution française et de la libération de Paris, de la libération de la France. Ces deux drapeaux, quand ils ont marché côte à côte, en 1936 ou en 1945, ça a été les plus grandes victoires de la classe ouvrière et du peuple de France. Lorsqu'ils ont été opposés l'un à l'autre, soit par les gauchistes, qui veulent que le drapeau rouge, mais qui en réalité courtisent le drapeau européen, par les États-Unis d'Europe et ainsi de suite, soit par les fachos, bien entendu, qui eux veulent utiliser le drapeau tricolore d'une manière réactionnaire contre le drapeau de la classe ouvrière, le drapeau rouge, et bien lorsqu'ils sont divisés, ça a été les plus grands malheurs pour notre pays. Voilà ce que nous voulons. Nous voulons sortir de l'Union européenne par la gauche. Nous proposons aux travailleurs dans les grandes luttes qui viennent de discuter de ces questions dans leur mouvement, de ne pas se laisser enfermer dans le verrouillage présidentiel et le quinquennat qui est fait pour que
les législatives soient dépendantes des présidentielles, de façon à ce que le peuple français soit complètement cadenassé. Brisons le cadenas, brisons les chaînes du verrou politicien mis en place par Macron et compagnie. Brisons les chaînes de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN. Défendons la paix, défendons la souveraineté nationale. Militons pour une république sociale, souveraine, fraternelle, dialoguant avec tous les peuples. Une république en marche vers la véritable souveraineté du peuple qui aura lieu le jour de façon plénière où la classe ouvrière, le monde du travail, qui sont la partie motrice en quelque sorte du peuple, seront au centre de la vie nationale, comme y invitait le Conseil national de la résistance. Je vous remercie de votre attention.